Vous l'avez compris, c'est l'heure de faire le point sur la télévision de proximité Espoir 47-6 à Toglokopé en face de l'USP. Victor Yovo et Octavio Alago sont à la réalisation pour la bonne mise en onde de cette matinale. Aujourd'hui, nous allons d'abord suivre la synthèse comme d'habitude, après quoi nous allons passer à la rubrique sport avec Régis Talikmeti ou, si vous voulez bien, avec Fiacre Lebon. Et après cette rubrique, nous allons passer au débat. Le thème du jour, vous-même, vous le savez, hier, le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazini Nanyasingwe, s'est adressé à la nation togolaise sur coronavirus. Bien évidemment, de nouvelles mesures sont prises pour éradiquer ce mal et donc nous allons en parler dans ce débat. Et après le débat, l'antenne vous sera ouverte afin que vous puissiez nous parler de vos préoccupations face aux menaces du Covid-19. Chers téléspectateurs, voici c'est le menu donc de ce débat, de cette matinale, je veux dire le menu de cette matinale pour le compte de ce 2 février, jeudi 2 avril, pardon, jeudi 2 avril, je vais à reculons, jeudi 2 avril 2020 et donc c'est le 4e rendez-vous de la 14e semaine de l'année 2020. Voici donc pour commencer la synthèse de l'actualité. Avec l'arrivée des premières pluies, les producteurs de la région maritime s'apprêtent à se lancer dans les activités agricoles tout en privilégiant les semences certifiées. Les premières pluies annoncent le début des travaux champêtres et qui dit travaux champêtres dit outils agricoles. Ces outils sont déjà exposés dans les différents marchés pour la vente. Pour l'heure, la vente n'est pas encore abondante, vu que l'on n'est qu'aux premières gouttelettes d'eau. Le Togo compte depuis ce 1er avril 36 cas de coronavirus, 24 cas actifs et 2 décès. L'accent est toutefois mis sur les mesures de prévention. Le personnel du CHR d'Apaon était rassemblé le lundi 30 mars dernier dans l'enceinte de l'institution. Un rassemblement qui faisait suite à l'arrivée d'un cas confirmé de Covid-19 venant de Mongo. Le personnel de santé dénonçait l'absence des équipements de soins des cas de coronavirus. Une revendication objective par les autorités locales qui ont rassuré de la présence effective des équipements et de 2 centres aménagés au sud du CHR de Dapan. Le coronavirus ne cesse de faire des victimes à travers le monde. En Afrique, plus précisément au Sénégal, le premier cas de décès a été enregistré. Il s'agit de l'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf. Et pour finir ce point sur l'actualité, le Botswana, après avoir décrété l'état d'urgence sanitaire, rentre en confinement total à partir de ce 2 avril. C'était la synthèse de l'actualité qui a marqué la journée d'hier. Chers téléspectateurs, je vous l'ai déjà annoncé, après cette synthèse, nous allons passer à la rubrique sport que vous présente Régis Talikmeti ou encore, puisque nous sommes pour le sport, il s'appelle Fiacre Lebon. Bonjour Fiacre. Oui, bonjour Pierre et bonjour à tout le monde. Après la pluie d'hier, il n'y a pas trop de chaleur comme d'habitude. Non, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'hier, nous avons eu un réveillon, un réveillon couvre-feu. Bien sûr. Nous en parlerons lors du débat, mais pour le moment, c'est le sport. Oui, c'est le sport et aujourd'hui... Et aujourd'hui, nous allons parler de MotoGP. L'adrénaline, ceux qui aiment filer. Eh bien, il y a des noms qui ont marqué l'année 2019. Je veux parler de Quartararo. Je vais parler de Dovizioso, je vais parler de Marc Marquez, l'as des as. Lorsqu'on parle de Marc Marquez en MotoGP, c'est le génie. 7 fois champion du monde, toujours en pole position et rafle toujours les victoires. Nous allons suivre dans cette séquence qui va passer le parcours de ces 3 bonhommes qui se sont livrés d'une bataille sans merci au cours de l'année 2019.
Dimanche, Fabio Quartararo s'élance de la 3e position avec à ses côtés Pol Espargaro et Maverick Viñales. Le Français part à la poursuite du poleman espagnol et prend la tête de la course. Pendant 24 tours, le rookie mène ce Grand Prix de Saint-Marin et résiste à la pression de Marc Marquez avant d'entamer un duel avec l'Espagnol, 7 fois champion du monde. Sorti, je pense, il va être à l'intérieur. Il a gardé sa ligne, malheureusement. Marquez, ça va être compliqué pour Fabio. Quartararo tente pourtant une dernière attaque sur le pilote Honda. Marquez ferme la porte et Fabio fait une erreur. 7e victoire de la saison pour Marquez qui s'envole au championnat. Fabio Quartararo enregistre son 4e podium en 2019. Human, and the last 2 races I was in the last corner. Anyway, for the championship was a good result, but my mentality is just if I don't try to win, it's like I lose. J'y étais presque aujourd'hui. La dernière fois qu'on a fait 2e, on a terminé à 3 secondes. Là, on s'est battu jusqu'au dernier tour. J'ai terminé à moins d'1 seconde. Mais se battre avec un pilote qui est 7 fois champion du monde, je pense qu'on a fait une très belle course. Début octobre, la Thaïlande peut couronner Marc Marquez. Mais dès la première séance d'essai libre, le week-end se complique pour le pilote Honda. Chute, énorme chute de Marquez. Regardez, la roue éclatée, la roue arrière éclatée, le bras oscillant coupé. Marquez est évacué vers l'hôpital de Buriram avant de participer quelques heures plus tard aux essais libres 2. On voit la détermination du pilote, même après de grosses chutes, il revient, il cherche pas d'excuses. Pour moi, c'est la force de Marquez, il se pose pas de questions. Dimanche, l'Espagnol occupe la 3e place sur la grille de départ. 4e pole pour Fabio Quartararo, toujours à la recherche d'une première victoire en MotoGP. Il l'a prouvé, il a la vitesse, c'est le dernier Grand Prix, il est vraiment pas passé loin à chaque fois et j'espère vraiment pour lui que ça va pouvoir le faire aujourd'hui. Très bon départ du pilote français Fabio Quartararo va virer en tête au premier virage suivi par Marc Marquez. Comme à Misano, Quartararo mène la course pendant plus de 20 tours. Comme à Misano, le pilote Petronas doit subir la pression de Marc Marquez. Le dernier tour avec Fabio Quartararo en tête devant Marc Marquez. Il faut tenir, il faut fermer les ponts. C'est possible, il a tenu pendant 25 tours. Je savais que Marc avait beaucoup plus de puissance que nous dans la ligne droite. Allez Fabio à l'intérieur, le freinage. Attention, Marquez, il ne va pas pouvoir tourner. Ça n'est pas possible de tourner. Fabio Quartararo prend l'intérieur. Et la réaccélération de Marquez, incroyable. Attendez, ce que fait Marquez. C'est pas fini, Fabio freine très fort. Je pense que Fabio va tenter quelque chose. Je le vois pas ne pas tenter. Et là, j'ai vu une opportunité et j'y suis allé. C'était le plus important. Fabio Quartararo à l'intérieur va essayer de bloquer Marc Marquez qui va essayer de recouper forcément. La victoire peut-être pour le pilote français. Non, c'est Marquez qui s'impose.
si j'avais pas tenté cette attaque. Donc j'ai rien à regretter, j'ai tout tenté, j'ai donné mon maximum. Voilà, c'était des larmes de rage, d'énervement, mais voilà, je sais très bien que comment je travaille et l'envie que j'ai de gagner, ça va arriver. À 26 ans, Marc Marquez décroche son 8e titre de champion du monde, le 6e en MotoGP. Madre mía santa. La gente se piensa que es fácil, pero no lo es, ¿eh? ¡Joder, qué presión! Hostia, te iba muy rápido, I think he will win. From now until the end of the season, he will win. In Misano was very close. Here was even closer. Get me second, it's okay. Oh, yes? Yes. I tell you now, it's okay. Bon départ, mais surtout très bon freinage. J'étais vraiment à la limite, je pensais vraiment que j'allais toucher la roue arrière de Marc, mais je me suis senti bien, je savais qu'il fallait faire de bons premiers tours. Fabio qui vient de prendre le meilleur sur Marquez, qui n'arrive pas à garder l'intérieur des virages pour le moment. Fabio est bien parti. Et déjà le premier tour et le Français qui mène la course devant Marc Marquez. Attention, la réplique de Marc Marquez au freinage. Oh, frayeur pour Fabio Quartararo qui réussit à ne pas tomber. Jack Miller a failli l'accrocher. J'ai passé Marc, mais il m'a passé directement juste après. Mais sincèrement, je suis très content de ce premier tour parce que normalement c'est toujours mon point faible. Contrat rempli pour le Français de 20 ans avec une nouvelle deuxième place en prime derrière Marc Marquez. Une 10e victoire pour l'Espagnol qui offre à Honda au Japon le titre constructeur. Mais la star du jour, c'est bien Fabio Quartararo qui a ce Grand Prix-là, aux yeux de tous, définitivement franchi un cap. Il s'invite en Australie. Sur un tracé adapté à sa Yamaha, Fabio Quartararo part pourtant à la faute dès la première séance d'essai. Heureusement, on n'a rien cassé, c'est le principal. Bon, il a fait une chute qui n'était pas très belle à voir. Je me suis bien tordu la cheville. J'espère vraiment avoir moins de douleur demain pour essayer de rouler, mais on voit bien que les conditions vont être similaires à ce matin. Samedi, des fortes rafales de vent soufflent sur Phillip Island. Dans ces conditions, Miguel Oliveira chute lors de la 4e séance d'essai. Quand on voit une chute à 300 km/h, on a toujours
On a toujours peur, mais globalement parlant, il n'a pas perdu connaissance, il se souvient de tout et il n'y a rien de cassé. La journée de samedi s'arrête là et la direction de course reporte les qualifications au dimanche matin. La suite du week-end se déroule sans Miguel Oliveira forfait, mais avec Fabio Quartararo. Malgré ses béquilles, le Français brille en qualification. Faire une première ligne, c'est exceptionnel. Voilà, j'ai mal, mais on va dire que cette première ligne me donne encore plus de force pour la course. Deuxième sur la grille, Quartararo s'élance entre Viñales et Marquez. Nouveau départ compliqué pour le Français. Devant, Valentino Rossi s'offre une courte éclaircie et prend la tête du Grand Prix. Rossi à l'extérieur va prendre le meilleur départ. Rossi qui arrive à reprendre la corde. Mais la course de Quartararo bascule dès la sortie du deuxième virage. Et la chute qui emmène Fabio Quartararo. Sans Fabio Quartararo et Valentino Rossi distancés, Maverick Viñales et Marc Marquez se détachent en tête de la course. L'accélération à l'entame du dernier tour avec Marquez qui va probablement essayer de doubler. Maverick Viñales, voilà, il se porte sur la gauche du pilote Yamaha et la différence de puissance est très nette. Dans ce combat, le champion 2019 prend l'avantage et fait flancher son compatriote dans le dernier tour. Onzième victoire de la saison pour Marc Marquez. La chute de Viñales bouleverse le classement final. C'est Jack Miller qui va profiter de cette chute pour s'offrir un podium et qui va aussi offrir une place supplémentaire à Cal Crutchlow qui a réalisé peut-être le plus beau Grand Prix de sa saison. Jack Miller se plie volontiers à la tradition australienne du shoei. À Phillip Island, le pilote Pramac termine sur le podium pour la 4e fois en 2019. À Marquez, la victoire et le sauvetage du week-end. Vendredi, l'Espagnol évite de peu la chute dans le virage 4. I was 70 degrees, marking my record. Of course, this time even I was out of the track, but yeah, some nice videos for the fans. En Australie, Johan Zarco s'affiche sous ses nouvelles couleurs LCR Honda. Le Français remplace Nakagami et s'apprête à disputer les 3 dernières courses de la saison. Déjà, voilà, monter sur une moto, rien que ça me fait du bien. Retrouver le 300 à l'heure, ça aussi c'est ultra important pour moi parce que quand même cette adrénaline à plus de 300, on l'a que en MotoGP. Et ça va me permettre un peu de mettre mes compteurs à zéro. Après 3 grands prix loin des circuits, Zarco finit 13e à Phillip Island. C'était donc quelques séquences de la course, ce qui a marqué le MotoGP en 2019. Et vous l'avez vu, Marc Marquez, le champion, voyez, n'a pas d'égal sur les pistes. En tout cas, c'est pas essayé sur une route, c'est réservé aux pilotes chevronnés. Et donc, ceux qui ont vu et qui voudraient les expérimenter ou bien les suivre, à l'instar d'Octavio s'abstenir, sinon tu vois comment il était excité. Tu vois comment il était excité parce que c'est son point fort, ça. Oui, il est très fort, surtout il aime imiter ceux qui vont au sol. Oui. Oui, et il dit assassin. Nous allons nous en arrêter. Oui. Merci donc, chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec beaucoup de plaisir cette séquence de sport, le MotoGP, donc que nous a proposé
Régis Talikpeti ou encore si vous voulez Fiacre Lebon. Merci donc à toi Fiacre Lebon. Tout de suite, nous allons nous retrouver sur ce plateau, cette fois-ci pour parler du message du chef de l'État, son Excellence Faure Sozomna Singbe, à la nation togolaise. Ce sera à travers le débat. Tout de suite donc. Eh bien, nous sommes toujours dans la dynamique de lutte contre le Covid-19, cette pandémie, et qui sème la psychose au sein de la population mondiale. Et je vous l'ai déjà annoncé hier, le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Sozomna Singbe, s'est adressé à la nation. Il y aura à partir d'aujourd'hui de nouvelles mesures qui sont prises pour barrer la propagation de cette pandémie. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre, bonjour Isaïe, bonjour à notre chers téléspectateurs. Isaïe, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Bernard, bonjour amis téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison. Alors, je le disais tantôt, de nouvelles mesures sont prises par le chef de l'État lui-même dans le but de barrer la propagation du Covid-19. Je dirais qu'on attendait tous cette sortie du chef de l'État, si bien que c'est tardif. Finalement, c'est arrivé et sûrement qu'on va rentrer dans les détails pour décortiquer ce qu'il a dit à la nation. Dans tous les cas, c'est une sortie qu'on attendait depuis et enfin c'est arrivé. Enfin c'est arrivé, mieux vaut tard que jamais. Effectivement, mieux vaut tard que jamais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au tout début de cette pandémie, plusieurs ont appelé le chef de l'État à réagir lui-même par rapport à cette pandémie, malgré qu'il instruit le gouvernement, il fait des rencontres avec les responsables sanitaires. D'aucuns veulent que lui-même parle sur la situation et hier il l'a fait. Il l'a fait hier et parmi autres mesures prises par le chef de l'État, on note l'état d'urgence de santé pour 3 mois. Oui, il le faut parce que aujourd'hui cette pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde n'épargne aucun pays. Ça n'épargne aucun pays. Et il faut qu'on puisse circonscrire cette pandémie et arriver au mieux à lutter ou bien à barrer la propagation de cette pandémie-là. Donc pour 3 mois, je crois que c'est salutaire. Et dans ces 3 mois-là, j'espère que la pandémie sera circonscrite et pourquoi pas éradiquée sur la terre de nos aïeux. Alors, parlant de cet état d'urgence, il y a le couvre-feu qui a été décrété. Oui, un couvre-feu a été décrété par le chef de l'État en personne et avec le ton avec lequel il a dit hier, je pense que c'était vraiment important pour lui de décréter ce couvre-feu. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas aussi important ce couvre-feu-là. C'est vrai, dans d'autres pays, ça a été décrété. Et quand j'entends sur les médias internationaux que, ben voilà, tel pays a décrété un couvre-feu de telle heure à telle heure, je me pose la question si c'est réellement un couvre-feu qui va régler le problème. Dans la mesure où nous savons tous que nous sommes dans une crise sanitaire et non dans une crise, je dirais, sécuritaire.
On décrète un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Cela sous-entend qu'à ces heures-là, on veut voir personne dehors. Tout le monde doit rester chez lui à l'heure-là. Au même moment, dans la journée, on peut vaquer librement à ses occupations. Hier, dès que le chef de l'État a annoncé cette mesure, je me suis amusé à dire, ce qui veut dire que dans la journée, on peut attraper ce virus et que le soir on vient, on dort calmement chez soi avec ce virus-là. C'est pour ça que je disais à l'entame de l'émission qu'on va revenir en détail de ce que le chef de l'État a dit. Globalement, moi, je ne suis pas satisfait. Je suis resté sous ma soif après que le chef de l'État ait prononcé son discours. Surtout cette mesure de couvre-feu que moi, personnellement, en tout cas, je juge que ce n'est pas encore la solution. Parce que depuis un moment où on a commencé par parler de ce virus, les Togolais ont pris des dispositions. Quand vous sortez la nuit, vous verrez que ce n'est plus la grande ambiance d'antan que vous verrez. Les gens, déjà à une heure donnée, déjà à partir de 20h, les gens la population est chez elle. Et donc, si on annonce un couvre-feu, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas encore ça la solution. On pouvait peut-être parler de confinement. En tout cas, on nous dit que ça va agir sur l'économie, mais avec le couvre-feu, les heures de travail dans les services sont réduites. Et donc, le couvre-feu, pour moi, ce n'est pas la solution. On pouvait, depuis qu'on a enregistrer le premier cas, dire voilà, nous prenons 2 semaines de confinement et au cours de ces 2 semaines-là, on va détecter ceux qui sont atteints de cette maladie. Vous voyez, en Occident, surtout en Italie, en France et en Espagne, les gens sont en confinement, même meurent tous les jours. Ce qui veut dire que quoi, les gens ont attrapé ce virus et sont partis en confinement avec. Donc, si on nous dit dans la journée, on peut vaquer librement à nos occupations et que dans la soirée, on est chez soi, je ne trouve pas vraiment que ce soit la solution. D'autres dispositions auraient été prises pour limiter la propagation. Je dirais là que j'allais saluer le chef de l'État. Alors, concernant le couvre-feu qui est décrété par le chef de l'État, Isaïe semble ne pas être d'accord. Mais est-ce que ce n'est pas une manière d'obliger ces cancres-là qui, malgré qu'on demande de fermer les bars, les discothèques, qui font à leur tête et qui sortent toujours la nuit? Oui, c'est d'une part, nous pouvons dire que ça peut aider ces personnes-là à rester chez eux à la maison à partir de 19h. Mais, comme l'a dit mon confrère Isaïe, dans la journée, on se balade, on se balade avec... il y a une probabilité. Il y a des dispositions. Oui, on sait, il y a des dispositions. Il y a des mesures barrières. Oui, je n'en disconviens pas, il y a des mesures barrières. Mais là où moi je trouve le problème, c'est que dans la nuit, les gens n'arrivent pas à respecter ces mesures barrières-là. Peut-être que c'est ce qui a poussé le gouvernement à prendre cette disposition, à annoncer un couvre-feu à partir de 19h à 6h du matin. Parce que il se dit, parce qu'il y a certains Togolais encore qui ne croient pas en l'existence de ce mal, de ce virus-là. Malgré qu'ils voient les effets, certaines personnes vont même jusqu'à dire que qu'ils sont en train de bluffer par rapport au décès. Vous voyez. Donc, la nuit, c'est bon de prendre ces mesures-là pour pouvoir recadrer un peu les gens qui essaient de ne pas observer ces mesures-là. Vous voyez. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que il y a certains Togolais qui sont conscients déjà de la situation. Et la nuit, comme l'a soulevé Isaïe, vous ne les verrez plus sortir. Quand vous vous baladez 20h, 21h là, bon, ce n'est plus la grande ambiance comme entre-temps. Même les week-ends, vous sortez, il n'y a personne, pratiquement personne dans la nuit. Vous voyez. Maintenant, prendre cette disposition, dire qu'il faut respecter les couvre-feux, peut-être qu'il y a certaines personnes, entre guillemets, qui vont profiter de cette situation pour faire autre chose. Parce qu'il y a aussi le banditisme qui va commencer par sévir. Parce que il y a la crise
qui pointe déjà son nez. Et maintenant, là où il y a la famine, le banditisme se développe. Peut-être que les autorités ont vu ce côté-là et ont pris ces mesures-là pour pouvoir protéger la population et aussi protéger contre premièrement le banditisme et contre la propagation de ce virus. Alors, nous allons suivre cette partie de l'intervention du chef de l'État, du message, je veux dire, le message du chef de l'État concernant cette mesure sociale qu'il a prise à l'endroit de la population pour empêcher la propagation du Covid-19. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin. J'ai donné à cet effet des instructions au gouvernement pour réajuster les horaires de travail pour qu'elles en tiennent compte. Il est par ailleurs créé par décret une force spéciale anti-pandémie composée de 5000 hommes qui sera chargée de veiller au respect des décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il s'agira d'une force mixte composée des forces de défense et de sécurité, sur le modèle déjà bien connu de la force sécurité élection. Et voilà, vous venez de suivre le chef de l'État qui dit face à la gravité de la situation en conformité avec les dispositions constitutionnelles. Je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Et ça nous permet d'adopter les mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Non, mais je disais que je suis resté sur ma soif quand j'ai écouté le discours. Par après, j'ai vu que j'ai lu. Je m'attendais, quand on parle d'état d'urgence et que nous sommes dans une situation où cette pandémie de coronavirus sévit, je m'attendais qu'on nous annonce que, ben voilà, vous savez, toute la population se plaint depuis un moment que les cache-nez, les gels hydroalcooliques et tout, les commerçants ont unilatéralement augmenté les prix. Je m'attendais à ce qu'on nous dise que, bon, que le président de la République a décidé qu'à compter d'aujourd'hui ou de tel jour, ces gels hydroalcooliques sont subventionnés, surtout qu'on a eu un stock récemment, que sont subventionnés et seront vendus désormais à tel prix. Les masques seront subventionnés, vendus à tel prix, les gants et tout ça. Puisque c'est des mesures barrières que chacun individuellement peut prendre pour éviter la propagation de ce Covid-19. Mais si on ne nous dit pas ça, on dit que ce qui a été réceptionné est destiné aux agents de sécurité et au corps médical. D'accord, mais il faut penser également à la population. Après tout, nous vaquons tous à des occupations et nous sommes obligés par moment d'avoir des contacts, si bien que nous ne le voudrions pas. Pas plus que ce lundi, j'étais à un poste de commissariat pour une pièce. On me dit si je n'ai pas le cache-nez, que je ne vais pas rentrer. Ben, je demande à l'agent, est-ce que vous avez pris des dispositions pour que chacun, afin que toute la population ait au moins un cache-nez pour que quand on arrive et que quelqu'un n'emporte pas, vous lui dites que ben voilà,
vous n'allez pas rentrer. Il dit, mais que chacun se débrouille. Or, vous allez sur le marché, les cachinets qui étaient vendus peut-être à 200, aujourd'hui, vous les trouvez pas moins de 500 francs. D'autres exagèrent jusqu'à 1000 francs. Et les gels hydroalcooliques que nous on achetait à 500 francs, maintenant, vous allez les trouver à 1000 francs, 1500, 2000. Or, c'est des choses que chacun de nous a besoin pour lutter contre ce mal. Mais ces dispositions n'ont pas été prises. On parle de couvre-feu. En tout cas, je dis que le couvre-feu, ce n'est pas la solution en tant que telle. Pas que je suis contre, mais j'estime que ce n'est pas la solution en tant que telle. Il y a des solutions mieux à proposer que les couvre-feux. Bernard, parlant toujours du couvre-feu, il y a la création d'une force spéciale anti-pandémie, voilà, de 5000 personnes chargées de veiller au respect de décisions prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Oui, je dirais que c'est une bonne initiative. Sauf que si cette force peut travailler comme nous l'avons vu au niveau de la force FOSEP, parce que c'est de cette manière que la force sera composée. Si réellement ils peuvent travailler comme nous l'avons constaté tous au moment des élections, ce sera une bonne chose. Mais aller, disons, à l'extrême, c'est-à-dire il y a des agents, excusez-moi, guillemets, zélés, qui des fois abusent de leur autorité. C'est là que ça va déranger un peu la population, qui est déjà frustrée par cette pandémie-là. Cette pandémie qui déjà tue cette population mentalement, psychologiquement. Donc, aller encore frustrer plus la population. Mais dites-nous, abuser comment, puisqu'on nous dit de rester chez nous à partir de 19h. Alors, les gens qui ne vont pas vouloir... Non, je m'explique. Non, je m'explique. Par exemple. Non, je m'explique. Je parle des agents zélés. Excusez-moi. Il y a certains agents qui le font. Et vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'il y a certains agents, même à 18h30, vont commencer par arrêter des gens parce que on a dit de rester à la maison, il est 18h30, alors qu'il n'est pas encore 19h. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. Pour qu'eux aussi prennent conscience que non, on a dit 19h. Quelqu'un peut toutefois aller acheter quelque chose en voyant l'heure 18h30. Je dois rentrer chez moi avant 19h. Mais à 18h30, on arrête cette personne-là. Et on peut aussi être empêché. On empêche cette personne de rentrer chez lui. Parce qu'on se dit qu'il est déjà tard. Parce que des fois, vous allez voir le soleil se coucher, mais il n'est pas encore 19h. Mais 18h30, vous allez croire que c'est 19h. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que cette force-là qui sera mise en place travaille dans de bons sens pour ne pas plus frustrer cette population qui est déjà traumatisée par cette pandémie. Voilà, nous allons suivre une deuxième partie du message du chef de l'État et on revient pour les commentaires. La solidarité nationale seront là pour les soutenir et les aider à faire face, afin qu'ensemble, nous puissions gagner le combat contre le Covid-19. C'est la raison pour laquelle nous allons lancer dans les tout prochains jours un programme de transfert monétaire pour aider nos concitoyens qui seront les plus affectés par la crise et les mesures annoncées. Nous allons également rendre gratuit pour 3 mois l'eau et l'électricité pour les tranches sociales. Nous prendrons en relation avec les institutions de l'Union économique et monétaire ouest-africaine des mesures pour soutenir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises affectées par les conséquences de la pandémie. Nous attacherons une importance particulière à la situation de nos jeunes entrepreneurs qui viennent de lancer leurs activités, et ce de façon courageuse. Pour financer toutes ces mesures socio-économiques, j'annonce la création d'un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de francs CFA
Ce fonds sera alimenté par l'apport du gouvernement, les mobilisations auprès des partenaires internationaux, secteur privé national et international, et de toutes les bonnes volontés. Et voilà, vous venez de suivre la deuxième intervention, sinon la deuxième séquence que nous avons proposée aux téléspectateurs. Et dans cette tranche, on nous parle de la subvention de l'eau et de l'électricité pour une période de 3 mois. Mais là, on parle de tranche sociale. Non, mais je l'ai dit qu'après avoir écouté le chef de l'État et relu son discours, je suis resté sur ma soif, je le dis toujours, je continue par m'expliquer. Tout d'abord, ce discours nous laisse dans un flou total. On ne comprend pas, il y a beaucoup d'aspects que nous ne comprenons pas. Je reviens tout d'abord, si vous le permettez, sur le couvre-feu. Quand on annonce un couvre-feu, je pense qu'il y a certains corps de métier qui ont quand même la possibilité de sortir aux heures de couvre-feu. Ce détail n'a pas été pris en compte. Même le ministre de la Sécurité est venu sur le plateau de la télévision nationale juste après le discours du chef de l'État, mais jamais il n'a fait cas de cela. Plutôt, il a donné l'impression de semer, si vous le permettez, l'expression entre guillemets, la terreur. C'est-à-dire les récalcitrants feront face à ces hommes. C'est comme on sème la terreur, sans toutefois dire que voilà ce corps de métier. Si nous prenons, nous les journalistes, moi déjà je suis partant pour réaliser un reportage dès ce soir pour voir quelle est l'ambiance, comment les Togolais respectent cette mesure. Mais je suis convaincu que quand je sors, les agents de sécurité, est-ce que ils comprendront que voilà, je suis journaliste, même avec ma carte professionnelle, pour me laisser faire ce travail? Je me pose cette question. Il y a des journalistes qui doivent présenter l'édition du soir, peut-être après 19h. Ces gens, quand ils vont rentrer à la maison, quelles sont les mesures qui sont prises pour assurer la sécurité de ces personnes-là? Il y a tous ces aspects qui n'ont pas été pris en compte. Au-delà des journalistes, il y a d'autres corps de métier qui sont obligés de travailler tard dans la nuit pour le bien de la population, bien sûr, mais tous ces détails n'ont pas été pris en compte. Maintenant, j'en viens aux mesures beaucoup plus sociales que le chef de l'État a prises. Si je parle de transfert monétaire, on parle de transfert monétaire à ces personnes qui seront les plus touchées. Oui. Mais je me suis posé cette question tout de suite. Sur quelle base ces personnes seront identifiées? Parce que nous savons qu'il y a déjà un transfert monétaire qui se fait pour des personnes vulnérables dans les zones les plus reculées. Maintenant, quand on dit que pour des personnes les plus touchées, vous savez que depuis un moment, certaines villes du pays sont bouclées et les chauffeurs qui font des allers-retours sont obligés de rester chez eux, en tout cas, sauf ceux qui sont un peu récalcitrants, qui tentent l'aventure. Maintenant, ces gens, est-ce qu'on va les considérer aussi comme des personnes vulnérables? Il y a des sociétés privées où, avec cette pandémie, on est obligé de rester à la maison. Est-ce que... Il l'a souligné. Justement, je suis en train de faire le développement. Donc, est-ce que sur quelle base on va identifier toutes ces différentes couches-là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous affectés par cette pandémie. Là, on parle des personnes les plus vulnérables. Or, maintenant, ceux qui ne sont pas les plus vulnérables, quel sort leur est réservé? Et on dit aussi qu'une réflexion est en cours pour voir le cas des jeunes entrepreneurs. Je pense que ce n'est pas l'heure de réflexion en cours, c'est plutôt l'heure de décision prise. On agit, ce n'est pas maintenant qu'il faut dire voilà, on va réfléchir. Maintenant, j'en viens à l'eau et l'électricité. On dit pour les tranches sociales. C'est pour ça que je dis d'ailleurs qu'il y a un flou autour de ce discours du chef de l'État. Quand les ministres, il y a eu un balai de ministres sur le plateau de la TVT, je m'attendais à des explications sur ces mesures, mais ce n'est pas le cas. Ils sont juste venus répéter ce que le président a déjà dit. On parle de gratuité pour les tranches sociales.
tout de suite après le discours, on a vu une facture d'électricité qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, où on nous dit que voilà, sur peut-être 30 000, c'est à peine 2500 que l'État prend en charge. Si tel est réellement le cas, hier, moi j'ai interpellé un agent de la CET pour comprendre davantage, mais j'ai été déçu par lui également, qui me dit que jusque-là, il ne sait pas si c'est juste cette tranche qui est prise en compte ou c'est toute la facture qui est prise en compte. Donc si tel est le cas, je pense qu'il y a un flou. Et si c'est juste cette tranche, en tout cas, je pense que là, l'État ne nous a pas vraiment aidé. L'État ne nous a pas aidé et là, le chef de l'État, je pense à mon avis qu'il a été clair, il a parlé de tranche sociale pour l'eau et l'électricité. Oui, bon, avant de vous suivre, permettez-moi de le dire, au niveau de l'eau, il y a eu quelques avancées parce que c'était le branchement c'est à 75 000, je crois, mais aujourd'hui l'État l'a ramené à 25 000. Peut-être là on peut dire que c'est encourageant, mais parlant de la gratuité de l'eau et de l'électricité, oui, la gratuité, mais c'est une réduction, c'est-à-dire la gratuité de la tranche sociale. De la tranche sociale. Ça vous envoie l'électricité, vous avez, je pense, jusqu'à 3 tranches. Oui. La première tranche, elle est sociale, c'est ce que, et souvent c'est ce que nous payons quand on dit c'est pour l'éclairage public. Oui. C'est ça qui est la tranche sociale. Pas, mais le citoyen lambda ne comprend pas cette tranche sociale. Vous ne serez pas, vous serez étonné de voir des citoyens se battre avec les agents de CET quand ces agents plutôt iront leur donner la facture. Parce que pour le citoyen lambda, l'État a permis que l'eau et l'électricité soient gratuites pour 3 mois. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on explique au mieux la chose à la population. C'est la tranche sociale. Et si c'est la tranche sociale, combien coûte cette tranche sociale-là? Et aujourd'hui, il y a certaines personnes, il faut qu'on le dise, tirent le diable à la queue avec ce système, ou cette pandémie-là, la famine déjà sévère dans ces ménages-là. Mais l'État n'a pas pris en compte une partie aussi, c'est au niveau des loyers. Au niveau des loyers, normalement, il devait y avoir des mesures qui soient prises. À ce niveau-là pour pouvoir alléger un peu la tâche. Vous savez, aujourd'hui, je parle toujours de la psychose. Parce que ce phénomène a semé la psychose. Bernard, je veux qu'on reste toujours dans ce domaine-là. Je veux de l'électricité et de l'électricité. Oui, je n'en disconviens pas, monsieur Pierre. Vous savez, l'eau et l'électricité, chaque population en utilise. Et aujourd'hui, avec le système de lavage des mains, on utilise plus l'eau. Vous voyez. Mais combien de citoyens ont accès à l'eau de la TDE? Il y a ce problème, cette question-là qu'il faut aussi se poser. Si aujourd'hui... Ça veut dire que ça n'aide pas toute la population? Non, ça n'aide pas toute la population. Ce n'est qu'une tranche de la population. Peut-être qu'avec cette mesure-là que l'État a prise aujourd'hui, en disant que le branchement sera fait maintenant à 25 000 pendant ces 3 mois, peut-être que certaines personnes vont profiter de cette situation pour s'abonner à la TDE. Vous voyez? À part ça, parlons de l'électricité. De l'électricité qui... Surtout avec aujourd'hui, avec le cash power, je me demande comment cela sera géré. Comment cela sera géré? Puisque avec le cash power, c'est vous qui achetez. Non, avec le cash power aussi. Réduit... Oui, avec le cash power, je sais que la tranche sociale est déjà ajoutée à ce que ces clients-là achètent. Peut-être qu'à ce niveau aussi, la CET trouvera le mécanisme pour pouvoir réduire ou bien enlever cette tranche sociale-là. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on a déjà consommé l'électricité, par exemple. Mais est-ce que pour les locataires, par exemple, est-ce que le maisonnier va accepter de réduire le montant de la consommation du locataire? Puisque lui, il voit la facture, si vous dites que le kilowattheure est à 150 ou à 200, il va vous facturer, il ne va pas vous réduire. Effectivement, il va vous facturer. Ça dépend de comment on gère l'électricité dans chaque ménage. Voilà. Ça dépend de comment on gère l'électricité dans chaque ménage. Il y a certains ménages, vous allez voir que quand on prend la facture, le montant arrivé, on partage ça sur le nombre de kilowattheures des locataires.
Vous voyez, il n'y a pas un prix fixe, parce que ça varie. Mais dans certaines maisons, le propriétaire a déjà fait la loi, le kilowattheure à 200, à 100 francs, à 150. Là, il y aura problème. Puisque le nombre de kilowatts ne va pas changer, mais c'est peut-être le prix qui va changer. À ce niveau, juste 2 mots. Non, mais je pense que c'est très sérieux ce que nous sommes en train de dire, surtout concernant l'électricité. Parce qu'il y a des ménages où il y a, c'est des maisons en location. Le confrère vient de l'aborder tout de suite. Hier déjà, quand la mesure a été prise, je suis sorti et j'ai vu certains jeunes qui étaient tellement fiers et ils se plaignaient d'ailleurs qui n'a pas une télévision pour profiter de cette opportunité que l'État les offre. Et je dis mais attention, parce que les gens ne comprennent pas, les gens pensent que c'est une occasion maintenant d'abuser, on utilise en désordre l'électricité, mais attention, à la fin du mois on viendra avec une facture, sauf que c'est la tranche sociale qui sera enlevée. C'est pour ça que je dis l'État ne nous a pas aidés. Si nous prenons les locataires, on dit dans telle maison c'est à 150 francs, mais qu'il y ait tranche sociale ou pas, 150 francs vous allez payer. Mais au-delà de ça, je continue par dire qu'il y a ce flou, c'est-à-dire quoi? On ne nous a pas dit les mois qui sont pris en compte par le gouvernement. On dit seulement 3 mois. Est-ce que... C'est à partir de ces 2. À partir de ces 2, ce qui veut dire qu'il y a le mois de mars, il y a le mois, ça fait avril, mai, juin. Donc, je pense que la façon dont l'électricité de la CET, la façon dont la facture arrive, je pense qu'on doit beaucoup plus nous éclairer. Sinon, il y a ce flou-là. Eh bien, on vient de me souffler que c'est à partir du mois de mai, donc c'est mai, juin et juillet. À partir du mois de mai, oui. Ça veut dire que les dispositions sont encore en train d'être prises, puisque tu viens de l'évoquer, il y a un flou. C'est pour ça que je dis que là, on va recadrer. Oui, quand vous écoutez le discours du chef de l'État, c'est comme si, on se plaint qu'il ne fait pas le discours, et aussi parce que dans d'autres pays, il y a des dispositions qui ont été prises, les gens en parlaient, donc nous aussi on va faire, sans toutefois tenir compte des paramètres de ces mesures qui ont été prises. Et parmi ces mesures, la subvention des petites et moyennes entreprises, Bernard. Cette subvention, ce ne sera pas une réflexion, parce qu'aujourd'hui, il y a les entreprises sont enregistrées. Sont enregistrés et il faut réellement qu'on les subventionne. On ne va pas dire qu'on va essayer de réfléchir par rapport à ça. Il faut les soutenir parce que leur activité est au ralenti, est en baisse totale. Donc ils ne peuvent pas. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs contribuent plus à l'économie, au développement économique du pays. Donc ce secteur doit être pris avec des pincettes. Ce secteur doit être pris avec des pincettes. Donc, il faut essayer il faut les aider plus à favoriser ou bien à contribuer encore au développement de l'économie. Et je sais que l'OTR, parce qu'il y a des dispositions qui sont prises au niveau de l'OTR aussi, pour voir les tasses et autres là, pour revoir l'autre côté, même les recouvrements et autres. Donc, c'est déjà salutaire pour aider ces entreprises-là. C'est salutaire. Mais il faut que tout soit fait dans un esprit de consensus, de dialogue avec ces entrepreneurs-là, et afin de les aider plus à contribuer. Sinon, si c'est une décision qui est prise et qui n'aide pas ces entrepreneurs, je crois que c'est une chose qui va, au lieu de les aider, va plus nuire à ces entreprises-là. Alors, Isaïe, nous allons ouvrir l'antenne dans un instant pour donner la parole aux téléspectateurs d'intervenir, nous dire leurs préoccupations face aux menaces de Covid-19. Mais pour finir, le chef de l'État a annoncé 400 milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour accompagner ces mesures. Si j'écoute bien le chef de l'État et si je lis bien, c'est que c'est un fonds qui est créé. Les 400 milliards ne sont pas encore disponibles. Si je suis bien le chef de l'État. Ce n'est pas encore disponible. Ce n'est pas encore disponible. Donc je pense que c'est
après tout, c'est le moment d'appeler les bonnes volontés quand même à contribuer afin que ce fonds soit réellement disponible. Mais il y a ce problème aussi que nous avons au Togo, c'est la crise de confiance. Il faut que ce fonds soit effectivement bien géré et que ça soit destiné à des personnes qui sont réellement dans le besoin. Parce que si vous attendez un peu partout, on dit mais déjà les 2 milliards qu'on avait débloqués, les gens ont commencé par dire bah, écoutez, ça c'est que bon, on se connaît dans ce pays, les rumeurs qui ont déjà commencé que voilà, c'est juste eux-mêmes qui vont dépenser ça. Donc je pense qu'il faut quand même prouver à la population et surtout à ceux qui vont, à ces bonnes volontés, que ces fonds seront utilisés à leurs fins, aux fins qui leur sont réellement destinées. Donc moi j'en appelle quand même à ces bonnes volontés à contribuer. Si vous le permettez, sur le cas des jeunes entrepreneurs, le confrère a parlé de consensus et de dialogue. Moi je parlerai plutôt de justice. Il faut que tout soit fait équitablement. Il ne faut pas que d'autres soient négligés et que d'autres soient pris en compte. Il faut que il faut qu'on définisse les critères de façon consensuelle et équitable pour que chacun puisse en bénéficier de ce soutien de l'État. Merci donc à toi Isaïe Edo, merci à Bernard Faoubo. Toutefois, vous restez avec moi pour recevoir les téléspectateurs qui vont rentrer en ligne à partir du 93 49 45 45 qui est d'ores et déjà ouvert, mais nous allons mettre juste une pause et on revient. Je suis médecin interniste, je dirige l'ONG M-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre sanitaire. J'en appelle à votre conscience, j'en appelle à votre sens de responsabilité pour que justement le coronavirus ne se propage pas. Il est temps d'agir, restez chez vous, ne sortez pas, portez vos cache-nez, protégez-vous. Ne vous serrez pas les mains, fini les accolades. Ces mesures de barrière physique, il faut vraiment les adopter pour que justement nous puissions juguler ce fléau. Stop au coronavirus. Et vous le connaissez, Serge Michel Kodom, qui nous donne aussi des informations pour lutter des mesures préventives du Covid-19. Alors, Isaïe, les téléspectateurs vont nous appeler dans un instant. D'ailleurs, le 93 49 45 45 est déjà à leur disposition. Et un petit éclaircissement que Régis venait de nous souffler par rapport aux dispositions prises par le chef de l'État concernant l'électricité. Et pourquoi c'est à partir du mois de mai
que ces mesures, surtout la mesure celle de l'eau et de l'électricité, va démarrer? Bon, je crois que c'est une mesure qui est prise par le gouvernement dans le but d'aider la population, étant donné que certains font leurs activités la nuit et que désormais ils ne seront plus dans la mesure, ils n'auront plus cette possibilité de travailler la nuit. Donc c'est les aider en fait à supporter le fait qu'ils seront privés de leurs activités. Donc c'est pour ça que l'État prend en charge une partie de l'électricité. Mais jusque-là, je dis toujours que c'est insuffisant. C'est insuffisant, mais je voudrais qu'on éclaircisse un peu pourquoi c'est à partir du mois de mai, puisque là c'est pour permettre de régler les autres factures, puisque c'est à partir du fin avril, par exemple, qu'on va payer la facture de mars ou février, je pense. Oui, je parlais du système de facturation de la CET. Je pense qu'à la fin de ce mois de mars, on aura la facture d'avril. Et donc, fin avril, on aura celle du mois de mars également. Et donc, c'est à partir de mai. De mai que l'État peut... Parce que ceci est déjà facturé. C'est déjà calé, comme on a l'habitude de le dire. Et je reviens un peu sur la gestion de ces factures d'eau et d'électricité au niveau du loyer. Oui, au niveau du loyer. C'est-à-dire, je veux parler de la location. Oui, vous savez, même sans ces mesures-là, ça cause toujours des problèmes dans les ménages. Oui. Ça cause toujours des problèmes dans les ménages. Et avec ce système, cette disposition, je crois que ça va encore plus causer encore des problèmes d'incompréhension. Surtout si dans ces ménages-là, les gens ne sont pas lettrés, ils ne maîtrisent pas comment se gère cette facture-là, il y aura toujours des problèmes. Et il faut plus communiquer par rapport à cette situation, à ces mesures-là. Il faut communiquer et aider la population à comprendre que ce n'est pas tout. Je pense qu'un téléspectateur est en ligne. Alors, on va le recevoir. S'il vous plaît, le volume de votre poste téléviseur. C'est par rapport à l'émission. Oui. J'aimerais savoir, d'abord c'est Boudo depuis Agouin. Pardon? Boudo depuis Agouin. Depuis Agouin. Oui, depuis Agouin, oui, allez-y. Oui, j'aimerais savoir par rapport aux mesures prises au message du chef de l'État. Oui. Est-ce que le gouvernement peut contribuer dans les cas sanitaires sur combien? Ma première question, parce que on ne nous a pas défini le gouvernement. Eux-mêmes savent combien ils gagnent, ils savent combien le taux. Le chef de l'État doit savoir le taux que le gouvernement peut investir dans les 400 milliards. Il n'a rien dit de ça. C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est dans ce même pays que la majorité de ceux qui sont dans le gouvernement ont des maisons vides. Il n'y a rien, il y a personne dedans. Et ils ont aussi des maisons en location. Il y a aussi ADP, c'est en même temps, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Est-ce que ces gens-là peuvent vraiment aider? Et c'est mes préoccupations. Alors, ce sera tout. Merci à vous aussi. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, depuis Agouin. Donc le téléspectateur se pose beaucoup de questions et il s'intéresse également à l'utilisation des 400 milliards, malgré qu'on a dit que les 400 milliards ne sont pas encore disponibles. Non, je l'ai dit tout à l'heure sur ce même plateau qu'il y a cette crise de confiance au Togo, surtout quand il s'agit de gestion des fonds. Surtout que les fonds ont été contribués par des personnes et des sociétés. Il nous en souvient, les fonds de la CAN 2013 ou même que la CAN 2017 où les hébergés ont participé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours ce flou autour de la gestion de ce fonds. Il y a des fonds qui ont disparu. On ne sait pas vraiment qui a géré, qui a fait quoi avec ces fonds. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on soit à mesure de nous dire à la fin de cette pandémie que voici, nous avons
demandé, nous avons fait l'appel à mobilisation de 400 milliards. On a retrouvé tel montant, enfin on a pu mobiliser tel montant, et ça a été géré de telle façon. Pour que demain... on va continuer, mais en attendant, on donne la priorité aux téléspectateurs. Un téléspectateur est encore en ligne, si on peut le recevoir. Oui, allô, chers téléspectateurs. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez de diminuer un peu le volume de votre poste de téléviseur. D'accord. J'aimerais intervenir à propos de l'espace du président de la République. Diminuez encore, s'il vous plaît, parce que ça sifflote là. Dans tous ces messages-là, il n'a pas tenu compte des prisonniers, tout ça là, ils sont enfermés. Moi, je me demande si eux aussi ne peuvent pas avoir ce luxe-là. Donc, si encore on continue d'enfermer les gens, tout ça là, on ne dit rien. Ils sont là-bas. Donc, moi, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci, monsieur. Alors, je pense qu'il en a fini, mais seulement je n'ai pas bien saisi. Isaïe, peut-être que tu as saisi un peu. Alors, nous allons demander aux chers téléspectateurs de parler un peu plus fort, puisque nous n'avons pas la possibilité de les écouter comme il le faut. Parce que chez nous aussi, il ne faut pas trop monter le volume, sinon ça va siffloter. Alors, nous demandons pardon donc aux téléspectateurs puisque nous n'avons pas bien saisi ce qu'il a pu dire. Et nous allons continuer avec la première intervention. Je vais vous couper la parole pour donner à Bernard. On parle de la gestion des 400 milliards, pardon, 400 milliards, mais qui ne sont pas encore disponibles, je rappelle. Vous savez, ces 400 milliards peuvent être mobilisés s'il y a une confiance. Vous voyez, mon confrère là, j'ai dit, parce qu'il faut parler il faut plus mettre en confiance la population sur comment ces fonds seront gérés, sur la gestion de ces fonds-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la gestion des fonds dans notre pays. Vous savez, et aussi, il faut que, moi j'exhorte premièrement les premiers responsables de ce pays à commencer, c'est-à-dire par faire des dons et mettre la population au courant de ce qui se fait par rapport à cette mobilisation des fonds. Et si à chaque instant on arrive à mobiliser ces fonds et que nous tous, ou bien la population est au courant que voilà, aujourd'hui, bien du 2 au 10, on a pu mobiliser 100 milliards, par exemple, qui est dépensé de telle manière, cela va exciter les autres aussi à emboîter le pas. Vous voyez, parce qu'il y a des gens ici dans ce pays qui peuvent donner 2 milliards, les gens peuvent donner 100 millions, les gens peuvent donner 5 millions et autres là. Donc il faut que ces personnes-là commencent par le faire, et je pense que les sociétés aussi vont mettre en compte. Parce que cette crise touche plus aussi le secteur privé, ça touche l'économie des entreprises. Donc si quelqu'un commence, et surtout on met en confiance ces entreprises-là, je pense qu'on peut facilement mobiliser ces fonds et gérer bien ces fonds, comme l'a dit mon confrère Isaïe. Il faut que les comptes soient faits après, qu'on puisse nous faire un compte par rapport à la gestion de ces fonds-là. Nous avons encore 3 minutes seulement pour recevoir les téléspectateurs. Et je rappelle que nous vous demandons d'intervenir pour exprimer vos préoccupations et quand vous posez des questions, puisque nous-mêmes nous sommes en train de nous poser des questions et on n'a pas trouvé de solution. Alors, par exemple, dites-nous, voilà, face au Covid-19, voilà comment ma famille vit, et nous avons besoin de tel, on voudrait que tel soit fait, on voudrait telle autre chose, au lieu de nous poser des questions auxquelles nous-mêmes on ne peut pas répondre, puisque là nous sommes des journalistes et nous on ne fait que analyser, mais pas donner des réponses adéquates. Un téléspectateur en ligne, on va le recevoir, cher téléspectateur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bon,
s'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre poste téléviseur. Donc, moi, ma préoccupation pour le discours du chef d'État, j'aimerais aussi donner mon avis à propos des prisonniers qui sont actuellement en prison. Est-ce que ces personnes-là qui sont là-bas ont pris des dispositions pour que ces personnes ne soient pas contaminées? Ou bien, bon, il faut que ces personnes-là, on les sorte. Mais le président n'a pas insisté sur cela. Comme qu'il y a encore des personnes qu'on enferme. Vous voyez? Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? J'appelle de Demakoué. Demakoué, merci donc. Et votre nom? Voilà, le téléspectateur est parti et je pense qu'il parle des mesures qui sont prises aussi pour éviter que les enfants soient contaminés, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, vous voyez, malgré qu'on a demandé aux enfants, aux élèves de rester à la maison, hier on l'a évoqué sur ce plateau, vous allez voir des gens jouer, des enfants jouer, vous allez voir ces enfants au niveau des feux tricolores en train de vendre, tout ça là, Isaïe. Ah ouais, je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience des parents. Si on dit aux enfants de rester à la maison, ça ne veut pas dire de les occuper à des activités économiques. Si on leur dit de rester à la maison, c'est pour éviter qu'ils soient contaminés. Mais quand vous les envoyez encore dans les rues pour aller vendre, vous les exposez davantage. C'est un phénomène auquel on assiste et vous verrez à chaque point à chaque feu rouge, feu tricolore, vous verrez des enfants, même des enfants de moins de 10 ans qui traînent avec les cache-nez confectionnés par les couturières et tailleurs du quartier et qui se promènent avec. C'est dangereux. Maintenant, je pense aussi que l'auditeur parlait de certains secteurs d'activité où on est beaucoup plus exposé. Je pense que je l'ai évoqué quand je disais que je suis resté sous ma sauce par rapport aux décisions prises. Je pense qu'il y a des mesures qu'on pouvait prendre pour permettre quand même à certains secteurs d'activité donnés de pouvoir bénéficier des mesures pouvant les aider à faire face à cette pandémie. Vous allez, par exemple, je pense que la société Amina l'a compris récemment, ils ont agi, je pense qu'on a cessé de travailler. C'est une société où vous verrez que les gens sont tellement regroupés autour pour faire certains travail, un certain nombre de travail donné. Or, ils ne sont pas protégés. Donc, je pense qu'avec le matériel qui est arrivé, les gels hydroalcooliques et tout ce qui est arrivé, je pense que l'État peut les mettre à disposition de beaucoup de secteurs d'activité afin que ces personnes soient protégées contre ce mal. Merci donc à toi Isaïe. On est pratiquement à la fin et donc des téléspectateurs ont écrit. Il y a un qui dit: salut, je vous encourage pour le débat. Vraiment concernant le Covid-19, nous tournons autour d'une spéculation, mais l'action reste toujours embryonnaire. Comment peut-on combattre un ennemi n'ayant pas l'arme appropriée pour l'affronter? Et il parle du matériel de protection qui est cher, voire insuffisant. Et Bernard, on nous parle du matériel de protection qui est cher, voire insuffisant sur le marché. Oui, c'est un problème, parce qu'aujourd'hui, on dit aux grands mots les grands remèdes, mais est-ce que nous avons ces remèdes-là pour pouvoir contrer ce mal qui essaie de ronger la planète Terre? Donc il faut qu'on puisse mettre les moyens, les bouchées doubles. Et je sais que ce sont des mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État hier, et d'autres encore vont tomber dans les jours à venir, si je ne me trompe pas, pour pouvoir tonifier un peu ce discours et aider plus à lutter contre cette pandémie. Merci donc à toi Bernard, merci à Isaïe Edo. Mais pour finir, ce téléspectateur de Djagoulé Kaïtero
de Djagoulé qui dit merci pour votre émission. Il a été bref, il nous a écrit de Djagoulé. Merci donc à vous, chers téléspectateurs. Je dis merci à la réalisation qui est composée de Victor Yovo et de Octavia Alago. Je dis également merci à Fiacre Lebon, ou si vous connaissez déjà les deux noms, Régis Talipeti. Merci à toi, Bernard Afaoubo. Merci à Isaïe Edo. Chers téléspectateurs, on se retrouve demain à 7h.